Le schéma méfiance-abus, on est dans le travail de la thérapie des schémas de Jeffrey Young. J'avais abordé la dernière fois le schéma imperfection-honte. Donc c'est un modèle de thérapie qui est conçu avec 18 schémas répétitifs. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Donc c'est bien de connaître son fonctionnement, déjà de s'observer soi et de dire quels sont mes schémas qui sont prépondérants. Hein. Très souvent nous-mêmes, on en a un, deux ou trois qui sont voire plus. Mais déjà, voilà, avec de quoi je suis fabriquée. Donc c'est quand même intéressant la lecture de ces schémas parce que ça vous permet de voir de quoi vous êtes fabriqué. Et puis ça peut être aussi, si vous êtes en relation avec des amis, avec des compagnons, avec des membres de la famille, de voir qui est concerné par tel schéma. Voilà. Alors, en général, quand on a un schéma répétitif, c'est qu'on l'a quand même fort, quoi. On l'a de manière assez consécutive. C'est pas juste une tendance. Hein. Là, par exemple, je vais parler ce soir du schéma méfiance-abus. Ce sont vraiment des personnes qui ont des croyances et à la peur d'être manipulées, d'être abusées, d'être trahies par les autres. Voilà, c'est pas juste de temps en temps, je suis un peu méfiant, peut-être que... Non, c'est quand même systématique, on va dire. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un schéma, puisqu'il y a des croyances rigides qui sont installées, qui vont avec un certain nombre d'émotions, d'attitudes, de comportements. Et en général, chaque schéma a une prédiction, c'est-à-dire va anticiper le pire. C'est pour ça qu'on dit les gens se guérissent quand ils vérifient que le schéma ne tient pas le coup à l'âge adulte. C'était un schéma qui avait peut-être, par exemple, méfiance-abus, j'avais raison de me méfier quand j'étais enfant parce qu'il m'est arrivé plein de choses horribles. Donc c'est normal que j'ai des traces de ça plus tard. Mais ce schéma, à force de me méfier, par exemple, du matin au soir, d'être en hypervigilance chronique, ça me dessert plutôt que ça ne me sert quand je suis adulte parce que c'est systématique. Et du coup, je passe mon temps à me protéger de manière qui n'est pas toujours adéquate. Je passe mon temps à être en défense et à mettre un bouclier, alors qu'il n'y a peut-être pas de danger, là, tout de suite, on n'est pas en train de me trahir, de me manipuler toutes les 3 minutes. Mais quand on a le schéma, le problème, c'est qu'on anticipe, on a de la prédiction du danger, et on ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que soi. Donc le schéma, c'est ça, c'est que vous repérez quelqu'un qui est dans un schéma, parce que c'est plus fort que lui, ne peut pas faire autrement que de voir les choses comme ça. Voilà. Alors celui-là, effectivement, il n'est pas drôle parce que méfiance-abus, on est vraiment dans la peur. Et ça va donner des traits un peu parano quand même. Hein. Voilà. Il est constitutif à l'attachement insécure parce que dans les besoins d'attachement sécure, vous avez 5 schémas qui apparaissent pour que l'adulte en nous puisse se sentir en sécurité dans les liens d'attachement. Quand vous avez un des 5 schémas, voire 2 ou 3 schémas de cette catégorie attachement insécure qui apparaissent, c'est que la personne elle a un attachement à l'âge adulte insécure. Alors je vous rappelle, je vais vous les identifier, les 5 schémas de l'attachement insécure qui correspondent à des besoins de se sentir en sécurité dans le lien. Vous avez le schéma abandon que j'avais traité. Vous le retrouvez sur ma chaîne, hein, si vous ne l'avez pas vu. Schéma carence affective. Vous avez le schéma isolement social, que je n'ai pas encore eu le temps de traiter. C'est des gens qui s'isolent trop, hein, qui ont tendance vraiment à se fermer parce qu'ils ont l'impression que les autres ne sont pas sympas, adéquates, etc. Et vous avez le schéma méfiance-abus et imperfection-honte que j'avais aussi traité la dernière fois. Voilà, donc tous ces schémas, les 5 là, correspondent aux besoins de l'attachement sécure qui n'ont pas eu lieu dans l'enfance et qui ont donné naissance à la petite personne. Les stigmates, les traces de ça, c'est que la personne va s'inscrire dans des schémas comme ça, soit abandon, soit imperfection, soit méfiance-abus, etc. Et vous allez voir, parce que je vais dérouler c'est quoi ce schéma méfiance-abus, elle va avoir un certain type de comportement sur lequel elle n'a pas le contrôle. Et comme c'est excessif, forcément, il y a toujours des scénarios catastrophes. À anticiper le pire, on se protège tout le temps. Et à force de se protéger, il ne se passe plus grand-chose dans le lien. Quoi.
on finit par, en général, le problème des schémas, c'est que, par exemple, sur le schéma abandon, je l'avais dit, on finit par se faire abandonner quand on a tellement peur d'être abandonné. Donc c'est complètement contre-productif en réalité. Là, dans celui-là, c'est j'ai tellement peur d'être manipulé, abusé, parce que j'ai déjà été manipulé, abusé quand j'étais petit, et ben je me refais manipuler, abuser quand je suis grand, en fait. Donc on vérifie, c'est ça le problème du schéma répétitif, on répète, et on termine sur nos convictions profondes. Je le savais bien, de toute façon, j'avais bien fait d'imaginer le pire, parce que le pire, ça arrive. Et après, tous les hommes ou toutes les femmes sont incapables d'être stables, fiables, honnêtes. Voilà. Bon, ça, c'est dans la relation amoureuse, mais sinon, ça peut être... voilà, j'avais bien raison de croire à ça, parce que la preuve, la preuve, la preuve. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant, parce que du coup, comment se mettre en lien quand on a ce type de schéma, ça va être compliqué, quoi. Ça va toujours être des échecs consécutifs, ça va se répéter et la personne, on ne peut pas être heureux si on est toujours en train d'imaginer le pire, qu'on va se faire avoir, attraper, abuser, parce que ça a été le cas enfant, hein, c'est bien le problème. Voilà, donc c'est normal de se méfier, parce que c'est plutôt sain. Il ne s'agit pas d'arrêter de se méfier, d'être complètement naïf, innocent, et de la jouer, mais non, mais moi, je fais ultra confiance, le monde est bisounours, voilà, love, 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 j'ouvre tout, je donne tout, de cœur à cœur, de sœur à sœur, de frère à frère, enfin bon, là c'est un peu excessif hein, quand même. Donc il ne s'agit pas de ne pas se méfier dans la relation, mais d'être systématiquement méfiant, ça, de se protéger tout le temps, ça c'est problématique. Et là, c'est le schéma méfiance-abus. Parce que c'est comme si je me protège, je me surprotège, et donc du coup, à force, je laisse rentrer personne et je ne donne rien et je ne peux rien recevoir. Je suis trop en protection, quoi. C'est des gens comme s'ils ont des boucliers, quoi. C'est des formes d'armure. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble quand vous avez ce schéma méfiance-abus et d'où ça vient. Je développe les origines aussi dans l'enfance. Et puis la troisième partie de mon développement, non, il n'y a pas de PowerPoint. La troisième partie, ça sera comment on fait un peu pour s'en libérer ou pour accompagner quelqu'un, si c'est quelqu'un de votre entourage, pour désamorcer un peu ce côté défensif, en fait, d'hypervigilance chronique face aux autres. Le PowerPoint, ça ne marchait pas là, ce soir. Problème technique. Donc du coup, c'est pas grave, hein, je vais quand même vous dérouler le contenu. Vous l'aurez sur en replay quand je posterai la vidéo sur ma chaîne. Je mettrai un lien vers le PowerPoint, comme ça vous pouvez retrouver les exercices, les tests, tout l'exposé. Vous pouvez le retrouver à la lecture, des fois c'est bien. Voilà, en lien accessible à tous, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Que j'aille demander à quelqu'un qu'il le mette en route. Ah non, mais j'ai demandé aujourd'hui, le technicien il a dit capoute, on a piqué le câble. Ah. Bon voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, vous l'aurez si ça vous intéresse, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Hein? C'est un abus, non? D'avoir piqué le câble. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a abusé. C'est vrai, c'est de l'abus, il pique les câbles comme ça. Voilà. Je ne suis pas méfié. Ouais. Bon. Je vous rappelle que si vous parlez là-dedans. Alors, la définition du schéma méfiance-abus. Donc, c'est la croyance que les autres sont malveillants, dangereux ou manipulateurs et que je vais facilement être blessé, abusé, humilié, ça va avec la blessure d'humiliation, vous verrez, trahi ou exploité par autrui. Voilà. Et donc, les relations interpersonnelles sont potentiellement dangereuses, ce qui me pousse, si je l'ai, à avoir des comportements défensifs, méfiants, ou même à éviter des relations profondes. Parce que si je me méfie, je ne vais pas me dévoiler. Je vais donner peu à voir pour éviter que l'autre, qu'il y ait des conséquences fâcheuses à dire la vérité de moi ou ma vulnérabilité, etc. Donc je vais dire un peu, mais pas tout. Voilà, je vais garder des choses très secrètes, en fait. Hein. Donc du coup, c'est vrai que quand vous avez affaire à des personnes comme ça, qui sont assez secrètes, qui se confient peu, ça ne donne pas envie. En fait, on se dit, mais on ne sait pas trop, est-ce qu'il est hypocrite, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il me juge?
Alors, du coup, en face, la réaction, c'est que ça ne donne pas envie d'aller vers quelqu'un qui est comme ça, parce que c'est pas authentique, c'est pas spontané. Donc on se dit, on se méfie. Donc la personne se méfie, mais en face, elle va trouver des gens qui vont avoir la réaction la même en parallèle, qui vont dire, puisqu'il se méfie, il ne donne pas grand-chose à voir de lui, ben moi je me méfie aussi, il est bizarre, peut-être qu'il est hypocrite, quoi. Donc voilà. Donc du coup, c'est des processus parallèles qui ne sont pas aidants. Alors la prédiction, comme je vous ai dit, chaque schéma répétitif a des prédictions. C'est bien le problème du schéma, c'est je prévois, j'interprète la réalité et ce n'est pas vrai. Le problème d'une prédiction, ce n'est pas la réalité. C'est une prédiction, c'est une interprétation du réel. Et en général organisée sur la forme du danger. Donc là, c'est vous allez intentionnellement abuser de moi, je le sais, vous allez m'agresser, vous allez m'humilier, vous allez me tromper. Hein, les gens qui disent il va me mentir, elle va me mentir, tôt ou tard elle va me mentir. Vous allez manipuler, vous allez chercher à tirer avantage de moi. Et ça va vraiment me gonfler et c'est injustifiable et vous ne pouvez pas vous excuser. De toute façon, quoi que l'autre fasse, c'est inexcusable, c'est non justifié. Il ne peut pas justifier, quoi. Voilà. Il a tort et moi j'ai raison. Hein, et je suis défavorisée par rapport aux autres. Et au niveau traumatique, et je ne pourrai rien y faire. C'est-à-dire que les autres vont m'abuser, me trahir, et je ne pourrai rien y faire. Je suis impuissant à faire face à ça. Je ne m'en remettrai pas, c'est dramatique, c'est tragique. Alors, sachez aussi une chose, c'est que quand quelqu'un d'une situation anecdotique fait un drama, c'est qu'il y a du mental. Toujours. Sinon, il n'y a pas de drama. Il y a, bon, ben voilà, on va parler... tu m'as fait un sale coup, voilà, bah, on va voir, on va discuter du truc, je te donne la parole, mais je ne fais pas un drame en fait. Donc quand il y a un drame, il y a un schéma qui s'y traîne en général, et il y a beaucoup de mental, donc de croyances rigides, irrationnelles. Voilà, ça vous le saurez, on fait tous pareil. Hein. Voilà. Et donc au niveau traumatique, et je suis impuissant, et ça va recommencer comme quand j'étais petit, et je ne pourrai rien y faire, je vais encore subir, et je vais me retrouver seule à subir des trucs horribles. Donc, le mode, c'est pas l'adulte sain qui est aux commandes, c'est l'enfant vulnérable ou l'enfant en colère qui est aux commandes quand on a ce schéma méfiance-abus. D'accord ? Bah oui, la personne, elle se sent vulnérable, et pour ne pas sentir la vulnérabilité, en général, elle part dans la colère. Donc, elle va attaquer. Je me méfie, donc j'attaque. Hein, en général, quand on se sent en danger, on fuit, on attaque ou on se fige. D'accord ? C'est les trois réflexes. Donc là, ici, c'est je suis vulnérable, j'ai l'impression qu'on va m'avoir, manipuler, donc j'attaque en général ici. Je me sens plutôt en colère que je vais montrer ma vulnérabilité. Ça, c'est typique de ce schéma qui préfère attaquer pour se défendre plutôt que de pleurer, de montrer son impuissance et rester vulnérable. C'est sa manière de se protéger, c'est comme ça qu'il a fait petit. C'est typique. Alors, tu dis... Alors, je vais passer lui le micro. Parce que là, sinon, ça peut faire... Oui. J'allais dire, c'est typique de l'animal, que nous sommes d'ailleurs en partie. Complètement vrai. Qui, effectivement, devant le danger, réagit. Voilà. Soit par la fuite, on fuit ou on attaque. Soit par l'attaque. Soit le figement. Tout à fait, tout à fait. Ce sont nos réflexes de survie. Sauf que ici, le problème, c'est quand on a le schéma, c'est que c'est systématique, c'est généralisé en fait. Le problème, c'est que c'est pas adapté à ce qui se passe. C'est déformé, c'est exagéré. Oui, alors si je peux me permettre, pour l'animal, en fait, c'est toujours très proportionné. Oui. La réponse est proportionnée au stimulus. Oui, ici, c'est excessif. C'est de l'interprétation de la réalité. Je vais reprendre le... Ah, pardon. Alors, merci. Bonjour. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a une forme légère. On peut avoir le schéma en forme légère. Vous pouvez avoir le schéma en forme modérée et en forme sévère. D'accord ? Donc, si vous avez ce schéma, ou si quelqu'un, votre compagnon, a ce schéma en forme légère, la personne s'attend à ce qu'on abuse d'elle, de sa gentillesse, qu'on lui mente, qu'on lui soit infidèle, et elle devient vigilante et elle teste l'amour. Hein, vous voyez plein de gens qui font ça. Ils ont eu des histoires abracadabrantes avec leurs ex, et ils arrivent dans la relation avec ce niveau de méfiance. Bon, c'est un classique du genre.
Et donc, ils s'attendent à ce que le nouveau ou la nouvelle recommence à être infidèle ou recommence à lui mentir ou à lui faire un crack ou je ne sais pas quoi. Genre, il ne sera pas fiable, elle ne sera pas fiable. L'autre d'avant ne l'avait pas été, donc je ne vois pas pourquoi celui-là ou celle-là le sera. Donc, ça teste l'amour, ça teste la fiabilité. D'accord ? Et souvent, ça s'appelle même un test de l'épouvantail. C'est-à-dire, je vais faire peur à l'autre, comme ça, je vais voir s'il est encore là. Je vais lui faire les pires atrocités. Comme ça, s'il reste, c'est vraiment qu'il m'aime, c'est qu'il est fiable, c'est qu'il est vraiment stable. Enfin, c'est le genre de truc, ça ne marche pas bien. Hein, parce qu'à force de faire des sabotages comme ça dans tous les sens, ça peut le faire fuir. C'est pas gagné que ça marche, ce test de l'épouvantail. Hein. Mais bon, c'est un classique du genre. Ouais. En forme modérée, la personne, elle est convaincue que par nature, les gens mentent. L'autre, c'était, c'est pas en forme légère, c'est pas par nature. Là, les gens sont naturellement, hein, dans la nature humaine, ils sont menteurs, ils sont égoïstes, ils trompent. La nature humaine est mauvaise, en fait, là, on voit, hein, quand on est en forme modérée. Et donc, c'est peut-être même volontaire que les gens soient malveillants et qu'ils abusent. Voilà. Donc là, on passe à un niveau au-dessus, qui n'était pas le niveau de la forme légère. Forme légère, c'est on se dit, bah oui, j'ai eu un ex comme ça, là, le nouveau peut-être. On ne se dit pas, la planète entière, tous les humains sont forcément malveillants. Voilà, bon. Et en forme sévère, la personne est convaincue qu'ils sont malveillants et sadiques et qu'ils prennent du plaisir à faire souffrir. Voilà. Et qu'il faut vraiment se méfier parce que sinon on va me torturer moralement, psychiquement, physiquement. Voilà. Bon, alors, vous n'avez pas des formes sévères toutes les 5 minutes, mais vous voyez, ça peut aller dans les très parano quand même. Hein. Voilà. Bon. Donc c'est intéressant de le savoir parce que quand on monte comme ça d'un cran, ces personnes-là qui interprètent la réalité comme ça, les humains sont volontairement méchants, malveillants, abuseurs, etc. Comprenez qu'ils se défendent en fait. L'attaque, c'est pas ça va, la réponse va être d'attaque, très persécutrice, où on va vous prendre de haut en fait. Hein, on va vraiment avoir le côté moi je te définis, je te critique, c'est moi qui sais, c'est moi qui prends le contrôle, hein, c'est des comportements comme ça. Mais en fait, on ne voit pas derrière. Hein, la plupart des dictateurs, il faut le savoir, ils sont dans ce schéma méfiance-abus. Et donc, du coup, on a l'impression qu'ils ont un moi fort, parce qu'ils assurent, ils décident, ils gouvernent, et tout ça. Mais en fait, le moi, il est plus fragile, hein, par en dessous. Parce que par en dessous, c'est qu'un système de défense sur pattes, en fait. Souvent, il y a avec la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation, c'est l'enfant qui a été critiqué ou puni publiquement. Les adultes ont honte de cet enfant, ou on lui a fait honte. Enfin, il y a une histoire de honte, hein, c'est très proche. Et ses comportements spontanés, naturels, ou son corps, ou ses émotions, comme la colère et la tristesse, par exemple, ont été jugés comme honteux ou inappropriés. Donc on sacrifie l'enfant, en fait. Hein. On lui dit, mais non, tu n'as pas le droit d'être en colère, ou c'est nul, ou c'est mal, on le punit. En général, quand la personne a ce schéma adulte, il y a quand même de la maltraitance enfant. Enfin, maltraitance, c'est pas que de la maltraitance physique, hein. Ça peut être, c'est en général beaucoup psychologique et ou physique, mais il y a eu abus des frontières et voilà, l'enfant n'a pas été accepté comme il est, et souvent les parents sont mal en point en fait et ne connaissent pas les étapes du développement de l'enfant. Donc par exemple, ils peuvent dire à un enfant tu dois pas te comporter comme ça, enfin je sais pas quoi. Et en fait, c'est de son âge, sauf que l'adulte ne sait pas que c'est de son âge de faire ça. Donc, il y a beaucoup de parents ou d'éducateurs qui ne connaissent pas les étapes du développement de à quel âge on fait ça, à quel âge on ne fait plus ça, à quel âge on élabore comme ça, à quel âge on comprend ça comme ça. Voilà. Bon, du coup, ça donne des comportements complètement disproportionnés et on peut vraiment abuser d'un enfant en lui demandant des choses qui ne sont pas de son âge, qui ne sont pas accessibles à son âge. C'est un peu dramatique, mais bon, c'est comme ça.
Ou alors, la blessure d'humiliation, c'est aussi l'enfant qu'on étiquette, qu'on dit oui mais t'es sale, t'es paresseux, t'es trop gourmand, t'es trop gros, tu manges trop, t'es méchant, t'es mauvais. Enfin, voilà, tout ce qu'on balance aux enfants, qu'on ne devrait pas d'ailleurs. Et donc après, ça reste engrammé. Et il y a cette peur que les adultes en face, ou la personne à qui je m'attache, va recommencer à me juger, me critiquer, me dénigrer, me traiter de quelque chose. Donc méfiance. Donc l'enfant sent que pour les figures d'autorité, pour ses parents ou pour les adultes qui l'entourent, il est un fardeau ou une source de honte pour la famille. Ça peut être aussi un enfant non désiré qui est placé à la DAS ou je ne sais pas quoi, adopté dans tous les sens. Bon, il sent qu'il est un fardeau, quoi. Il dérange pour la famille d'origine. Voilà. Donc il développe une forte peur de l'humiliation. Et il a une tendance à anticiper des jugements négatifs ou des critiques. Les autres vont me critiquer. Ce qui va donner d'ailleurs ce schéma méfiance-abus. En général, quand les gens l'ont, ils ont toujours une estime de soi complètement fragile. Même s'ils montrent qu'ils sont costauds, qu'ils assurent, qu'ils se défendent et qu'ils gèrent, en fait, ils sont toujours dans « les autres vont me critiquer ». A priori, je me défends parce que les autres vont me juger. Donc très dépendant du regard des autres quand même. Ils veulent être reconnus. Ça va souvent avec le schéma approbation-reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu comme quelqu'un de bien parce que moi, j'ai été traité comme quelqu'un de méchant et de pas bien, de mauvais. Voilà. Donc, je vais tout le temps être dans qu'est-ce que pensent les autres de moi voilà. Bon. Ce qui va donner, si vous avez la blessure d'humiliation, ça va donner ce qu'on appelle la structure masochiste. Alors, Louise Bourbeau, là, qui avait travaillé sur les 5 blessures, elle explique que pour se protéger de cette blessure d'humiliation, la personne adulte enfant, ado, adulte, va adopter un masque qui est ce qu'on appelle le masochisme, c'est-à-dire de chercher à répondre aux attentes des autres à tout prix, ce que moi j'ai appelé la suradaptation. Je vais me suradapter à ce que j'imagine que les autres attendent de moi. Comme ça, je ne me ferai pas critiquer et ça ira à l'encontre de mes propres besoins. Je vais me nier, je vais me prostituer au service de ce que l'autre attend pour éviter d'être critiqué, jugé, maltraité, etc. C'est du marchandage, mais je me sacrifie, et je me trahis. Méfiance-abus, c'est les autres vont me trahir. En réalité, c'est je me trahis en me mettant au service des autres, ou en étant très dépendant du regard des autres, ou en me méfiant tellement, en imaginant que les autres vont me faire des trucs pas possibles et des atrocités. Donc je me méfie tellement que je vais m'oublier, me sacrifier pour les autres, pour donner une bonne image, pour être aimé, aimable, et pour éviter qu'on me dénigre, qu'on me critique, qu'on me traite de méchante personne. Vous voyez ? Donc c'est très malsain comme truc. Et c'est important que vous puissiez le voir, le saisir, parce que tant que vous ne cernez pas ce qu'il y a derrière, ben vous êtes persuadé que l'autre est normal, en fait. Non, elle n'est pas du tout normale. Derrière le comportement qui apparaît, qui a l'air fonctionnel, il y a vraiment un dysfonctionnement d'origine, quoi. Voilà. Et donc, vous avez les personnes qui ont la blessure d'humiliation, en général, ils ont un problème à la culpabilité et ils vont aussi avoir un parent interne très rigide et très punitif, puisqu'ils ont été punis souvent ou maltraités par les adultes de l'époque, ils vont se punir eux-mêmes ou s'infliger eux-mêmes des souffrances. C'est ça la structure masochiste. Parce qu'on m'a humilié, parce qu'on m'a infligé et que j'ai subi des blessures, des outrages, eh bien je vais faire ça de moi à moi. C'est comme si je mérite de me punir, de me faire souffrir, puisque je ne suis pas digne d'être aimée. La preuve, mes parents ne m'ont pas assez aimée, quoi. Donc, en général, c'est bien le problème, quand vous avez le schéma méfiance-abus, et qu'il y a eu ces blessures d'humiliation dans l'enfance, eh bien, vous allez répéter et vous refaire abuser. Et aussi, pourquoi vous vous refaites abuser ? Parce que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour mettre vos limites. Voilà. Donc, si quelqu'un vous abuse vraiment, vous ne savez pas mettre vos frontières ou vos limites. Vous n'avez pas appris à le faire. D'accord ? Puisque c'était impossible. Quand un enfant ou un adolescent subit de la violence psychologique ou physique, qu'on transgresse dans ses frontières,
il ne sait pas s'opposer, il ne peut pas protester parce que l'autre prend le dessus, en fait. L'autre est un géant. Quand on est petit, les grands, les adultes, c'est des géants. Donc les géants, ils ont tout pouvoir. D'accord ? Ils sont tout puissants sur moi. Donc quand je subis quelque chose, je ne peux pas protester, je ne peux pas dire stop et repousser l'autre. Et bien ça va rester en trace. C'est-à-dire que quand je vais grandir, je ne saurai toujours pas mettre mes limites de manière saine. Donc là, dans cette conférence, je vais vous faire travailler un peu sur ces notions de limites. C'est quoi, quand est-ce qu'on se fait abuser et comment on peut commencer à réapprendre à mettre des limites de manière saine. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu, qui bricolent avec les limites. La plupart des gens que je croise dans ma clientèle ont des problèmes avec les limites. Ils ne savent pas mettre les limites. Ou ils en mettent trop, ou ils en mettent pas assez, ou ils en mettent, ils ralotent, ils disent ah, gna, 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 gna. Ils se fâchent un peu, mais c'est tout mou derrière, ils actent pas. Donc tu parles de limites, toi, je peux râler jusqu'à demain, mais enfin bon, si je les tiens pas, si je pose pas un acte ferme et définitif, ça tient pas la route ton truc. Donc en fait, l'autre il recommence. Bon. Donc c'est compliqué pour ceux qui ont subi des blessures d'humiliation comme ça, de mettre des limites à l'âge adulte. Ça va être tout le travail de réappropriation, de récupérer cet équipement. C'est quoi une limite? C'est quoi une limite saine? Quand est-ce que je suis restimulée quand je suis adulte? Est-ce que j'ai une bonne raison de me méfier? Ou est-ce que je peux maintenant apprendre à mettre une limite saine? Et c'est quoi une limite saine? Donc on va travailler évidemment avec la colère, l'affirmation de soi, mais qui ne soit pas non plus un réflexe d'attaque de ouf, parce que si on me stimule et que j'agresse vraiment l'autre, c'est excessif. Hein. Je n'ai pas besoin non plus d'attaquer en mode mordre, me défendre toutes les 5 minutes. Mais je dois apprendre à mettre des limites saines. Donc ça, on va en parler parce que c'est quand même un essentiel dans ce travail avec le schéma méfiance-abus. Alors, si cet enfant a développé ce schéma méfiance-abus, ensuite, c'est parce qu'il y a eu de l'abus ou de la maltraitance, d'accord ? En mode répétition-soumission, parce qu'il y a 3 modes dans la thérapie des schémas. Vous avez le mode soumission, c'est-à-dire que la personne va répéter le schéma en mode je continue de subir, d'accord ? Donc, s'il continue de subir toujours de la maltraitance, de l'abus, c'est qu'elle va chercher ou recruter des partenaires instables. Et là, comme moi je travaille sur la relation amoureuse, voilà, donc comme par hasard, elle est attirée ou passionnée par des profils instables, c'est-à-dire des gens qui va recommencer à abuser, à mentir, à manipuler, à faire chaud-froid, voilà. Donc, bon, parce que, déjà, elle connaît bien ce mode relationnel, il y a une familiarité avec ce mode relationnel, donc ce n'est pas surprenant qu'elle recrute des partenaires comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel, enfin c'est même prévisible, hein, on s'y attend, ça c'est en mode soumission. On va toujours vers ce qu'on connaît, hein. C'est difficile d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc on autorise l'autre à abuser de nous, en fait, quelque part, en recrutant et en restant avec des partenaires qui ont plutôt des profils instables, malgré eux, parce que les gens qui ont des profils instables, en général, ce n'est pas volontaire. Eux-mêmes ont plein de traumas dans tous les sens, et les conséquences des gens qui sont très traumatisés, c'est qu'ils ont des profils instables. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. Sauf que moi, je vois un maximum de personnes dans ma clientèle qui s'étonnent en disant « Mais pourquoi moi, je suis complètement fascinée par quelqu'un qui me manipule ou qui me ment et que j'arrive pas… Forcément, là, ça peut être ça. Je me refais abuser parce que je connais bien ça. Et quelque part, je vérifie que l'autre est une méchante personne et que moi, je me fais toujours avoir. Hein, voilà. Et je termine comme ça, en mode… le monde est méchant, les gens sont méchants, moi je suis bon, les gens sont méchants, et je suis victime. Donc, les différentes formes d'abus. Alors là, je vais vous parler des… C'est bien parce que cette conférence, elle va vous préciser c'est quoi les abus. Parce qu'on dit, oui, tu m'abuses, tu me manipules. Alors, on ne sait pas trop de quoi on parle, c'est assez abstrait. Il me ment, il est nani, il est nana. Alors, on entend toujours la victime là, qui n'arrête pas de dire ah, l'autre est un méchant, la preuve, et je téléphone à ma copine et j'arrête pas de me plaindre qu'il est méchant, et je le blâme, et que je la blâme, et que je sais pas quoi. Mais en fait, on ne sait jamais de trop quoi il est question. C'est quoi un abus
et c'est quoi précisément les différentes formes d'abus. Bon, c'est pas mal quand même d'identifier ça. Bon. Donc je vous fais un peu la liste, parce qu'il y en a certains que vous connaissez, certaines qui sont classiques, genre par exemple, on m'abuse quand on se moque de moi, par exemple, on m'humilie. Hein, ça c'est bon, voilà, on se moque de moi, on taquine, des sortes d'humiliation. Hein. On m'abuse quand on me maltraite, quand on est violent physiquement sur moi, ou quand on m'insulte. Bon, ça, on se dit, bon, bah, c'est ça de l'abus. Voilà. Classiquement, on pense à ça. Mais non, pas que. Alors, les formes d'abus, par exemple, ça peut être qu'on me dise comment je dois être. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, tu dois te comporter comme ça, moi je sais pour toi ce qui est bon pour toi, et ça, c'est pas bien que tu fasses ça, c'est pas correct, tu dois pas te comporter comme ça, c'est mal. Fais comme moi je pense, parce que c'est comme ça ira bien pour toi. Et puis c'est comme ça que je te veux, parce que si tu fais pas ça, je te voudrais pas. Voilà, donc qu'on me dise comment je dois être, comment je dois me comporter, comment je dois être émotionnellement, comment je dois m'habiller, comment je dois gérer mon argent, comment... voilà, donc voilà, ça c'est une forme d'abus. Parce que il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, personne ne peut savoir à votre place comment vous devez vous comporter, agir, pas agir, vous habiller, pas vous habiller. Bon, si ça vous plaît de vous habiller en pyjama, bah, habillez-vous en pyjama. Si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Hein, à la limite, qui t'aime te suivre. Bon, à un moment donné, c'est important de réaliser ça, parce que si vous faites tout pour plaire à quelqu'un et que vous vous donnez le pouvoir à l'autre pour vous dire comment vous devez vous comporter, bah, c'est ça, vous donnez beaucoup de pouvoir, donc l'autre devient tout puissant et vous donnez impuissant. Et après, vous vous éteignez, là. Bah oui, l'autre sait mieux comment je dois être, comment je dois me comporter, comment je dois m'habiller, comment je dois gérer ma vie financière, professionnelle, amoureuse. Enfin bon, c'est une catastrophe. Donc, non. Autre forme d'abus, qui est moins connue, celle-là, qu'on me fasse attendre. Les gens qui sont systématiquement en retard et qui vous font toujours attendre. Ou qui vous font attendre, je ne sais pas, vous êtes au resto, puis il regarde son téléphone, et puis normalement, ça c'est des trucs aujourd'hui classiques avec les téléphones. Ah ben, je suis à toi, hein. Et puis il regarde son téléphone, puis bon, finalement il n'est toujours pas là, on ne sait pas s'il est là, pas là, à quel moment il est dispo, pas dispo. Donc tout ce qui est forme d'attente, j'attends, je n'ai pas d'infos, je ne sais pas où t'en es, voilà. Est-ce que tu vas venir me rejoindre dans la chambre ou pas, à quelle heure tu vas remonter, est-ce que tu bouquines, est-ce que tu es là, dispo. Voilà, tout ça, quand on me fait attendre, ça peut être une forme d'abus quand c'est systématique. Évidemment, si c'est une fois, ça va. Et si c'est systématique, c'est une forme d'abus des frontières. C'est-à-dire que l'autre, il est dans « moi, je fais ce que je veux », voilà. Et donc, si t'attends, tu te débrouilles avec ça. Voilà. C'est toi qui as un problème, à la limite, t'as qu'à faire autre chose pendant que moi, je fais ce qui m'intéresse moi, quoi. Voilà, qu'on ne tienne pas ses promesses, quand des gens s'engagent et qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, ça aussi c'est une forme d'abus. Comme avec les enfants, mais t'as même pas promis, t'as pas fait. Bon. Donc oui, ça c'est aussi de l'abus. Que mes sentiments soient invalidés, c'est-à-dire qu'on me dise, par exemple, je suis en colère, mais non, t'es pas en colère, toi, t'es triste, mais non, t'es pas triste, non, t'as peur, mais non, t'as pas peur, non, pas du tout. Voilà, donc non, si vous êtes triste, si vous êtes vulnérable, vous êtes vulnérable, si vous êtes content, vous êtes content, si vous êtes fâché, vous êtes fâché. En fait, à l'instant T, vous êtes comme vous êtes. Mais quand quelqu'un vous dit, mais non, mais non, c'est pas vrai, t'es pas comme ça, toi. Mais non, t'es pas fâché. Non. Voilà, donc qu'on me taquine, qu'on se moque de moi, ça c'est classique sur les abus. Que l'on rentre dans mon espace, que l'on fouille dans mes affaires, ça fait partie aussi des abus. Hein, on n'est pas censé, et vous voyez, pour les ados, hein, normalement, ça c'est pas terrible, hein, qu'on rentre dans la chambre des ados, comme ça, coucou c'est moi, c'est de l'intrusion en fait. Hein. Là je dis pour les ados, mais c'est pareil pour les adultes. Qu'on rentre, quand vous avez des territoires ou des précarés ou des journaux intimes ou je sais quoi, vous savez que c'est des trucs de sécurité que vous ne voulez pas qu'on fouille dans vos affaires, ou votre téléphone ou je sais pas quoi. Si vous avez décidé que non, l'autre ne fouille pas dans vos affaires, que c'est secret, normalement l'autre n'a pas abusé. Parce que c'est nommé, c'est explicite. Non, tu ne regardes pas, tu n'es pas censé regarder mon journal intime, c'est mon journal intime. Donc normalement, même si ça lui pète un câble, qu'il est jaloux, suspicieux, machin, il n'a pas regardé dans votre journal intime. C'est un exemple comme ça, mais on n'est pas censé rentrer dans votre espace si vous avez délimité le territoire.
Ah, si vous ne le délimitez pas, ça va. Mais si vous dites ça, c'est non, c'est pas OK, c'est de l'intrusion. Autre forme d'abus, qu'on veuille avoir raison sur vous. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison et vous avez tort. Alors, une fois de temps en temps, ça va. Mais quand il veut toujours avoir raison, oui, mais moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi j'ai raison, mais si c'est moi qui ai raison et qui monte au créneau pour toujours avoir raison, c'est de l'abus. Qu'on soit violent, bon ça, la violence, ça c'est facile à repérer, qu'on vous insulte, qu'on vous hurle dessus, bon, qu'on vous tape dessus, ça, on peut dire que ça, on sait que ça c'est de l'abus. Manipulation avec de la colère, des attentes, du sexe ou des relations sexuelles forcées. Hein. Quand quelqu'un se met en colère pour obtenir quelque chose de vous, quand quelqu'un a des attentes excessives et qu'il sait très bien que vous n'êtes pas en mesure de répondre, voilà. Ou que en donnant du sexe, il obtiendra quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, mais que par exemple on le voit chez les maris et femmes, hein, il y a des histoires de femmes qui se font abuser alors qu'elles sont mariées, mais que comme elles sont mariées, c'est normal qu'elles soient violentées. Bon, ça, on en parle un peu plus maintenant, mais c'est un classique, c'est un exemple. On l'a dans l'autre sens. Là, je parle un exemple de femme à homme, mais il y a aussi des hommes en réciprocité, hein, qui se sentent tenus d'être toujours puissants pour contenter la femme. Enfin, on voit des trucs comme ça. Hein. C'est aussi... on l'a dans les deux sens. Les relations sexuelles forcées, c'est de l'abus. Quand l'autre tient son intimité, oui, ça c'est aussi une forme d'abus. Quand la personne ne se dévoile jamais, qu'elle retient, qu'elle ne communique pas, ou très peu, bah, à force de ne pas avoir d'informations, c'est aussi une forme d'abus. C'est pas très clair, mais ça peut être aussi une forme d'abus. Que je sente souvent que l'autre n'aide pas à la maison, par exemple, si vous vivez ensemble et que l'autre ne vous aide jamais, ou pas, ou très peu, ou financièrement, il ne contribue pas, vous l'entretenez, hein, ça peut être aussi une forme d'abus. Que l'on vous demande tout le temps de l'attention systématiquement, ça peut être aussi de l'abus. Que l'autre prenne souvent des décisions sans vous consulter, c'est aussi une forme d'abus. Et qu'on utilise votre argent de façon incorrecte sans vous consulter, c'est aussi une forme d'abus. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Vous avez remarqué ? Important, alors vous n'avez peut-être pas tout quand vous vivez avec quelqu'un, mais c'est important peut-être de faire, voilà, sur quel point j'ai l'impression que je me fais abuser par l'autre, là où c'est fluide, et là où quand même il y a des warnings. Voilà, donc tout ça pour dire que quand vous repérez qu'il y a 1, 2, 3, 4 types d'abus comme ça, l'autre me fait attendre, ou l'autre ne me consulte pas pour l'argent, ou l'autre, qu'est-ce qu'on a dit, a toujours raison, des choses comme ça, bah, c'est à vous d'apprendre à mettre des limites, hein, et de vous faire respecter. Parce que sinon, vous rentrez dans un cercle vicieux, si vous ne mettez pas de limites, l'autre continuera. De toute façon, c'est comme ça. Alors, celui qui a le schéma méfiance-abus, en mode évitement, là on avait dit en mode soumission, hein, donc on répète, il se refait abuser et il n'a pas la capacité de mettre ses limites, donc il recommence à se refaire abuser. C'est vraiment ça, moi je le vois. J'avais un exemple hier dans une de mes patientes là, qui avait subi beaucoup d'abus avec ses parents quand elle était enfant. Et évidemment, à l'âge adulte, elle est fascinée par des personnes brillantes, plutôt narcissiques et voire un peu perverses. Ce n'est pas forcément toujours des PN, mais des pervers narcissiques, mais quand même, il y a une fascination pour des hommes qui manipulent. Et du coup, comme elle ne savait pas mettre ses limites, forcément, il y a une difficulté de les mettre. Donc de retourner toujours dans ce lien parce que l'autre lui fait croire, il y a du chaud, il n'y a pas que du froid dans les relations, il y a chaud, froid, chaud, froid. Donc pour garder le bon de la relation, elle ne sait pas mettre ses limites et elle va se refaire abuser tout le temps. Là, c'était pour elle des relations sexuelles forcées
Et lui disait que non, que ça lui faisait quand même du bien, qu'elle était, je sais pas quoi, de la manip. Puis après, il y avait tous les violons qui allaient derrière, qu'elle était extraordinaire, magnifique, il sera toujours là pour elle. Enfin, il y a tout le truc qui suit. Voilà, donc quand on a été abusé une fois, beaucoup quand on a été enfant, c'est très souvent qu'il y a un schéma qui se répète en mode je vais me refaire abuser, même si je suis méfiante, parce qu'elle est quand même méfiante, ça fait plusieurs fois qu'elle se fait abuser avec des gens qui sont quand même manipulateurs et pervers, elle repart dans le système, elle se refait avoir, parce qu'il y a un état de fascination sur des profils instables, et que comme l'autre est très brillant, et elle se trouve, comme elle a subi de la violence, tout ça, elle se trouve évidemment nulle. Donc elle va idéaliser des personnages très brillants, soi-disant, qui brillent de tout leur feu, et donc en incapacité de mettre des limites, parce qu'il y a cet état de fascination. Et donc elle se fait attraper à chaque fois. Et pourtant, elle le sait, elle est fâchée, elle dit mais non, tu me forces, par exemple dans cet exemple, c'est tu me forces sexuellement, c'est pas ok pour moi, mais elle continue quand même, enfin, elle reste quand même. Ouais. Donc elle sait que c'est pas ok. Mais après, l'autre, voilà. Donc l'intérêt de voir, je me fais abuser, des fois je suis conscient que je me fais abuser, que c'est pas normal. À quel endroit je me fais attraper? Ça peut avoir avec le fait de ne pas finir seule. En général, ça a souvent à voir avec ça, hein, quand je reste dans des relations toxiques. Le fait de me trouver complètement nulle, que je ne trouverai jamais personne d'aussi bien. Enfin, des tas de trucs qui vont avec. Mais ça, le schéma, là on est sur le schéma méfiance-abus. Quand je choisis, vous avez vu que ça va aussi souvent avec le schéma abandon. Parce qu'elle a le schéma méfiance-abus et le schéma abandon. J'ai beau être méfiante, je finis quand même par tomber dans les mains de quelqu'un qui me manipule et qui prend le pouvoir sur moi, tout en ayant ce schéma de méfiance. Puisque ça fait plusieurs fois qu'elle se fait attraper quand même. Hein. Oui, alors attends, vas-y. Est-ce que c'est lié au phénomène d'emprise, quand on est sous emprise de quelqu'un comme ça, en fait, on n'a plus l'énergie pour réagir ou se défendre c'est sûr que tu n'as pas la... Mais il y a une interprétation de la réalité. Tu vois, quand tu as des croyances, je ne peux pas me défendre. Je vois que ça ne va pas, mais je ne peux pas partir ou arrêter net. Tu vois, genre, mais pourquoi j'arrête pas? Vous vous demandez, pourquoi elle n'arrête pas net? Elle n'arrive pas à arrêter parce qu'elle a trop peur de finir seule, par exemple. Et cette peur de finir seule, elle fait qu'elle se dit, il y a quand même tellement de bien, il y a tellement de moments géniaux dans cette relation, puis il a l'air tellement quand même gentil avec moi et je ne sais pas quoi, que je ne peux pas arrêter net. Donc ça empêche de mettre de l'énergie au bon endroit en disant, je vais mettre un stop en fait, je vais mettre des limites, je vais me faire respecter. C'est à mes conditions, ou tu arrêtes de faire ça, ou sinon ciao. Mais elle ne peut pas faire ça en fait. Donc il y a une emprise, mais l'emprise, je donne aussi le pouvoir à l'autre, c'est voir l'endroit où je me fais attraper. Parce que c'est pas conscient ça. C'est la peur donc soit d'être toute seule, soit... Ouais. Ou de ne pas trouver quelqu'un d'aussi génial, parce qu'il y a une fascination quand même, tu vois, comme l'autre il brille de tous ses feux. Donc elle se dit, voilà, mais il y a une forme d'idolâtrie, quoi, mais voilà... j'ai tort de croire que cette personne est mauvaise. Oui, bon, ça ne me fait pas du bien, mais quand même, elle est tellement extraordinaire, et tellement, les gens l'aiment, et tellement, toi. Donc elle se raconte des histoires aussi. C'est-à-dire qu'il y a une négation de ses limites. C'est-à-dire, ce n'est pas OK pour moi, mais j'en tiens pas compte, pas tant compte que ça. Je le sais, mais c'est pas si grave au fond. Tu vois, mais si, c'est grave. Oui, c'est un manque d'estime de soi. Bah, carrément, mais si tu veux, en général, quand tu te fais abuser en mode ce schéma méfiance-abus et que tu te refais abuser, déjà, tu n'identifies pas tant que ça tes limites. Oui, une relation sexuelle forcée, c'est un abus. Mais c'est pas tu le sais, et maintenant tu le sais. Tu peux pas le nier si tu veux, tu vois. Même si l'autre il est sympa, il te prend dans les bras, ce que tu veux, c'est un abus. Donc, c'est important d'identifier ce qui est un abus de ce qui ne l'est pas. Et de ne pas nier, de ne pas faiblir, tu vois, en mode... Parce que
il vaut mieux s'aimer, se respecter et de finir seul qu'avec des plans comme ça. Parce que là, c'est dramatique en fait. Tu repasses à la moulinette comme quand tu étais petit où tu as subi des tas de trucs horribles en fait. Ça recommence. Bon, c'est cauchemar sur Terre, ça. Ouais. Je crois que ça marche pas. Non, si ça marche. Ça marche. Vas-y. Merci. Mais du coup aussi, outre la fascination, je pense, et le fait de se dire que dans tous les cas, oui, cette personne est supérieure à toutes les autres, il y a aussi le fait de se dire que, ok, moi j'ai eu telle enfance, j'ai eu telle relation dans ma vie, j'ai eu tel truc, je sais que moi je suis cassée et que mon type d'attachement est insécure ou des choses comme ça, et que dans tous les cas, je ne vaux pas une personne saine, donc quitte à ce qu'on me souffle chaud-froid, au moins j'ai du chaud, donc tant pis, je prends le froid aussi, quoi. Enfin, peut-être aussi s'adapter en mode, je mérite pas quelqu'un de stable et de normal, donc quelqu'un aussi, peut-être aussi cette fascination vient de là et tout. Oui. Du coup, voilà. Oui, c'est sûr. Hein. Ça va avec le schéma abandon. Je n'ai pas assez de valeur, je ne mérite pas quelqu'un de normal. Voire quand je trouve quelqu'un de normal, de gentil ou de stable, je le dégage. Je n'en veux pas. Parce que finalement, c'est plan-plan. Il y a aussi une familiarité avec le chaud et le froid, tu vois, la douleur, enfin les trucs intenses, passionnels, machin. Et ces trucs un peu paroxystiques avec beaucoup de souffrance, et ça se répète quand même. C'est quelqu'un qui est stable, ça va être un peu plan-plan pour des personnes. Il y a aussi ça. Mais il y a aussi ce que tu as dit, qui effectivement, oui, je suis habituée au chaud-froid. Donc quelque part, autant prendre de bon du... Il y a quand même l'adhérence, mais quand même, tu vois, il y a quand même du bon dans cette relation. Et je vais m'agripper au bon de la relation en niant un peu que, voilà, ça, c'est pas OK. C'est pas OK, mais c'est pas grave. On passe dessus, tu vois. On passe dessus. Ouais, on passe pas dessus, normalement. Alors là, on était sur la soumission. Hein. Quand je répète, j'ai subi et je répète la même chose. Hein, répétition du schéma en mode soumission. Je me refais abuser. Et en mode évitement, c'est comme on m'a abusé, on m'a trahi, etc. quand j'étais petit. Donc là, je vais éviter de parler de moi dans l'évitement. Hein. Je vais fuir les autres, je ne vais pas m'intéresser aux autres, je vais fuir les relations intimes, je vais donner que du superficiel. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'on utilise les informations contre moi. Je ne me dévoilerai plus. Voilà, je parlerai de la pluie, du beau temps, tout va bien. Hop. Et comme ça, je ne risquerai plus rien. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est en général contre-productif parce qu'à force de rien donner de moi, les gens ne s'ouvrent pas à moi. Hein. Pas terrible. En mode contre-attaque, donc ça c'est le troisième mode. Soumission, évitement, contre-attaque. Dans les schémas répétitifs de la thérapie de Jung, vous avez toujours les trois modes. Donc en mode contre-attaque, c'est appelé le mode compensation. Donc là, c'est je vais prendre le contrôle. J'ai subi, pour plus subir, je vais prendre le pouvoir, je prendrai le contrôle. C'est moi ici qui. Plus personne ne m'aura. Donc la personne va dans l'extrême inverse. C'est moi qui deviens le manipulateur. C'est moi qui vais contrôler. Pour me prouver à moi-même que j'ai raison d'être méfiant, c'est moi qui vais manipuler l'autre. Je vais par exemple tromper avant d'être trompé, hein, puisque je me méfie, je sais que l'autre est instable et que tôt ou tard il va me tromper. La preuve, il est archi séducteur et que j'ai toutes les informations comme quoi il va me tromper demain. Donc moi je prends les devants et je le fais avant lui. Voilà, là, ça je suis tranquille. Je suis tellement tranquille qu'après ça fait une histoire pas possible. Parce qu'il y a quand même de l'interprétation dans l'air. Ça se trouve, l'autre n'était pas parti pour me tromper. Mais comme je me méfie, je compense en fait, donc je contre-attaque. Donc c'est moi qui démarre, c'est moi qui ai le pouvoir. Pareil pour le mensonge, l'autre va me mentir, donc puisque c'est comme ça, moi je vais m'autoriser aussi des cracks, puisqu'il me raconte n'importe quoi, moi je vais faire pareil, je vais garder un jardin secret, etc. etc. D'accord ? Donc ça c'est le mode contre-attaque. Donc souvent, c'est intéressant de voir que ça, c'est le schéma méfiance-abus qui est derrière. Je me méfie tellement que je ne sais pas comment m'en sortir avec cette méfiance, puisqu'il y a de l'hypervigilance dans l'air. Donc je trouve des stratégies.
qui sont catastrophiques, ces stratégies, parce qu'elles virent au drame, en fait, quand je fais ça. Parce que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, ça aggrave le problème. Mais je fais ça pour m'en sortir, en fait. Voilà. Et après, c'est la cata. Alors, la méfiance, puisqu'on est sur le sujet de la méfiance. On dit souvent que la méfiance, c'est l'inverse de la confiance. Hein? Eh bien non. L'inverse de la confiance, ce n'est pas la méfiance. C'est quoi? Vous ne savez pas? C'est quoi l'inverse de la confiance? La défiance. Hein? Ben non, 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 c'est pas la méfiance, justement. L'inverse de la confiance, c'est la défiance. Oui. L'inverse de la confiance, la défiance. Non, l'inverse... Oui, c'est la peur, c'est l'insécurité. L'inverse de la confiance, c'est la peur, c'est l'insécurité, en fait. D'accord? Donc, pas la méfiance. Donc, la confiance, quand tu as confiance en quelqu'un, tu as un sentiment de sécurité. Toujours. Voilà. Et donc, quand tu rentres dans le système de la méfiance, si tu es quelqu'un qui est ultra méfiant, tu vas t'imaginer que l'autre va te trahir et que dans la trahison, il y a une transgression de la loyauté, de la bienveillance, du respect. Hein. Les gens qui sont ultra méfiants, ils utilisent beaucoup ce mot. Tu ne me respectes pas, tu ne me respecteras pas. Ça va avec dans ce vocabulaire. Et donc, ici, ce que je dénonce, ce n'est pas la méfiance, vous vous rappelez, c'est l'ultra-méfiance. Quelqu'un qui part du principe que tu n'es pas quelqu'un de loyal à terme, dans la durée, tu n'es pas quelqu'un de bienveillant, tu n'es pas quelqu'un qui peut me respecter ou qui respecte les autres. Voilà. Ou tu n'es pas quelqu'un d'authentique, tu mentiras. Voilà. Donc il peut y avoir un biais de généralisation chez ces personnes-là, du genre une personne m'a trahi et tout mon entourage devient suspect. Hein, je vous rappelle que les biais cognitifs quand même nous façonnent et ça se voit fréquemment. Hein. Mon dernier compagnon m'a trahi et donc tout le monde autour de moi est suspect. Bon. Ou une personne m'a trahi une fois. Et je la vois comme non fiable jusqu'à la fin des jours, de la fin de sa vie. Bon. Et moi, je le vois beaucoup dans les couples qui ont des problèmes d'infidélité. Donc, il m'a trahi, ce n'était pas le contrat. On avait un contrat d'exclusivité. D'un coup, il y a eu trahison du contrat. Il y en a un qui est parti tromper en sous-marin. Et ensuite, je ne peux pas faire reset. C'est-à-dire, il m'a trahi une fois, et ce, pour toujours. C'est-à-dire que plus jamais, il sera capable, je ne peux plus refaire confiance. Je ne peux pas remettre les pendules à zéro. C'est un grand classique du genre, ça. Je comprends que ce soit difficile pour les êtres humains. Et alors, c'est encore plus difficile pour ceux qui ont le schéma méfiance-abus. C'est-à-dire que ceux qui se traînent ce schéma méfiance-abus, oubliez, ils ne font pas reset du tout. Voilà. D'abord, ils n'ont pas conscience qu'ils ont ce schéma qui traîne, déjà, et d'une. Et deux, refaire confiance, c'est mort. Oublie-moi. Alors, bon. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un que vous n'avez pas pu vous empêcher de faire un plan qui n'était pas conforme à votre contrat de départ, d'accord? Bon. Vous avez menti sur un truc, alors je parle d'une infidélité, mais ça peut être un mensonge, ça peut être un truc sur l'argent, ça peut être même anecdotique, hein, c'est pas forcément des trucs extraordinaires. Et bien que vous tombez sur quelqu'un qui a un schéma méfiance-abus, c'est mort, hein. Si vous n'êtes pas dans les clous, vous dégagez, quoi, vous êtes viré. Et ça ne repart pas à zéro. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est bien de le savoir. Et aussi, si vous avez des compagnons qui sont dans le schéma méfiance-abus ou des amis, etc., vous n'avez pas intérêt à faire un coup de Trafalgar parce que sinon c'est mort. C'est pour toujours. Et ça, ils ne le font pas, ils le font malgré eux. C'est pour se protéger. Donc ne le prenez pas personnellement. Quand la personne a un schéma comme ça, elle ne peut pas faire autrement. Sauf si elle travaille sur ce schéma. Voilà. Donc, après, cette personne m'a trahi et donc, elle s'imagine que c'est un biais constitutif de sa personnalité et que pour toujours, elle me trahira une fois. Si c'est fait une fois, ça sera fait encore des milliers de fois. Ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Il y a des personnes qui, effectivement, ne peuvent pas s'empêcher de mentir ou de trahir.
Mais il y en a d'autres, voilà, ils ont fait une connerie, enfin une connerie, c'est par rapport au contrat, pas une connerie de l'infidélité, mais si leur contrat, ils ont fait un coup de canif dans le contrat, quoi. Donc ils sont sortis du contrat. Bon, bah, c'est pas parce que tu fais un truc une fois que ça va se répéter tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus systématique. Ceux qui ont le schéma méfiance-abus, vous avez vu, pour eux, ils ont toujours l'impression que les autres sont malveillants ou pas loyaux et que ça sera toujours comme ça. Voilà. Donc c'est une posture quand même de victime. Moi, je suis victime et l'autre, c'est le bourreau. Hein. Donc je crois à la non-fiabilité d'autrui, à ses intentions malveillantes. Et donc, je vais avoir ces lunettes-là. Donc, vous imaginez, c'est des lunettes d'enfants hein, qui ont vécu ça et qui continuent d'avoir ces lunettes-là. Donc, j'anticipe l'avenir. Dès que je suis dans la méfiance-abus, j'anticipe toujours l'avenir de manière catastrophique. Hein. L'autre va me mentir ou me trahir et j'en suis sûre et persuadée. Pire scénario, le pire va m'arriver. Alors que c'est hautement improbable que ça se réalise. C'est pour ça que c'est un problème d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, quand on est méfiant en excès, les attitudes, c'est la suspicion, c'est quelqu'un qui va vous fliquer, qui va vous contrôler, qui a de l'orgueil, qui est en général psychorigide, qui a une fausseté du jugement, parce que ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit c'est vrai, hein, et c'est interprétatif souvent. Qui a des jugements à l'emporte-pièce, donc qui va beaucoup vous accuser, vous blâmer, vous dire vous ne faites pas bien, vous êtes méchant, vous n'êtes pas normal, etc. Qui va être agressif, dogmatique, avec de très hautes valeurs morales. Ça va, c'est clair ça? Vous reverrez, mais c'est important parce que quelqu'un qui a ce schéma se comporte comme ça. Et c'est classique. Hein. Donc, au nom du bien et du mal, vous devez vous comporter comme ça, sinon vous êtes irrespectueux, vous n'êtes pas bien, vous êtes une personne moralement pas bien. Il n'y a pas beaucoup d'empathie chez ces personnes-là. Elles ne peuvent pas faire autrement. D'accord? Alors, ce sont des personnalités qui sont sûres d'elles, mais le problème, c'est qu'elles parlent à partir d'éléments faux. Tu seras toujours comme ça, tu me mentiras toujours, la preuve, on ne sait rien. Mais le discours est construit. Ça, on bascule ici, là je vous donne un peu le portrait robot des gens qui ont des traits parano. Les traits parano, ça ne veut pas dire qu'ils sont paranoïaques, ça veut dire qu'ils ont des tendances parano. Donc ils voient comme ça, ils ont ces lunettes-là. Hein, ils ont un discours très construit, très argumenté, tout se tient en fait. Tout a l'air, c'est très cohérent le discours, sauf que le postulat de base est faux. Et si vous ne voyez pas ça, vous vous faites attraper parce que le postulat de base est faux. C'est des jugements à l'emporte-pièce. Voilà. J'ai raison, t'as tort, et ça peut aller jusqu'à l'obstination et le fanatisme quand c'est vraiment quelqu'un qui est ultra méfiant, et qui va se positionner évidemment en victime. Hein. C'est lui la pauvre petite victime, et vous êtes le grand méchant loup. D'accord ? Il dit, moi j'ai de l'intuition. Hein, souvent, ce sont des personnes qui disent, ah mais moi je le sais, puis je le pressens, et puis j'ai l'intuition que... Non, en fait, rien du tout. C'est que de l'interprétation. Il passe de victime à persécuteur. Et le mécanisme, on le reverra, c'est la projection. Je projette que c'est toi le méchant et moi le gentil. Sauf que c'est en moi que je me vois comme une mauvaise personne parce que les adultes de l'époque m'ont vu comme une mauvaise personne. Donc c'est pas moi la mauvaise personne, maintenant ce sera toi. C'est ce qu'on appelle la projection. Et je vais faire en sorte que les autres pensent comme moi. C'est le prosélytisme. Donc vous voyez un peu ce qui est constitutif des gens qui ont ce schéma méfiance-abus. Donc la réaction, c'est plutôt des gens qui sont psychorigides, mais en mode parano, c'est-à-dire en mode c'est moi qui ai raison. J'agresse en fait, c'est moi qui attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On ne va pas voir l'enfant vulnérable, on va voir le j'ai raison, le dictateur. Voilà. Et tu dois penser comme moi, sinon tu penses comme moi. T'as pas trop le choix d'ailleurs. Voilà. Et comme c'est très moraliste, leur discours, souvent on se fait attraper parce qu'on a l'impression qu'il est dans le bien et le mal et que lui connaît la vérité, quoi. Ou elle connaît la vérité, puisque c'est des valeurs morales. Donc vous faites souvent choper là-dessus. Hein, c'est ça la projection. Hein. Le mécanisme de projection, c'est j'attribue aux autres ce qui est en moi. Voilà.
Bon, c'est défensif. Donc les autres me critiquent, me jugent. Je pense que l'autre complote contre moi. Alors ça, c'est vraiment l'excès. Hein. Mais vous pouvez avoir ça quand même dans les personnes qui ont ce schéma méfiance-abus à l'autre. Derrière mon dos, elle dit qu'elle fait ça en secret. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Et je le sais. Et je n'en doute pas. Voilà. Vous en avez jamais, vous en avez pas eu comme ça? Moi, j'en ai eu en thérapie. C'était. Et je suis sûre et je suis certaine que mon mec qui m'a déjà menti, il ne peut pas s'en empêcher. Il y avait une petite culotte qui traînait. Alors ce qui était marrant dans cette histoire, la petite culotte qui traînait, je ne sais plus quoi, parce qu'ils avaient dû divorcer tellement elle était jalouse et suspicieuse. Parce qu'il l'avait trahi une fois, il avait fait une infidélité, puis après elle s'en remettait pas. Hein. Et donc, du coup, la petite culotte, c'était celle de sa sœur qui était passée dormir à la maison. Une histoire invraisemblable. Mais pour elle, c'était toutes les infos, enfin tout était sujet à complot, à contrôle, à suspicion. Enfin, c'était bon, c'est fini quoi. L'histoire elle est morte. Hein. Elle ne peut pas s'empêcher d'être hyper méfiante quoi. Bon. Mais elle avait un passé d'abus dans son enfance. Donc, c'est pas possible de douter de soi dans ces moments-là. Les gens qui sont dans le schéma méfiance-abus et qui sont vraiment dedans, ils peuvent pas douter. Ils peuvent pas se dire bah, peut-être c'est pas vrai. Non, ils doutent de rien et ils sont vraiment persuadés qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Sinon, le système s'effondre. Si je commence à sortir de ça, ben, je reviens à ma vulnérabilité. Donc, pour pas toucher ma vulnérabilité, je vais blâmer l'autre. Je vais être sûre que l'autre fait faux. Il y a une méchante personne. C'est pas possible. Comme vous avez vu que dans le schéma méfiance-abus, j'ai pas le droit d'être vulnérable. Hein. Je suis en colère, mais j'ai pas le droit d'être vulnérable. Si je suis vulnérable, je vais me faire bouffer par l'autre. Donc surtout, attaquons. C'est le tragique du truc. Alors, ce sont souvent des gens qui sont passionnés, mais qui sont en incapacité d'avoir des relations d'altérité. Donc on ne peut pas avoir des relations d'égalité. Hein. Ils vont prendre le dessus. Voilà, la posture, c'est moi je suis au-dessus, moi je détiens le pouvoir, et toi je vais te mettre en dessous. Mais derrière, c'est un tout petit qui sait pas, ou une toute petite qui ne sait pas comment s'y prendre pour vivre. Voilà, et la personne, elle va être incapable de se remettre en question. C'est facile d'accuser l'autre, mais je ne peux pas me remettre en question. Ça va être le problème d'ailleurs. Quand vous tombez sur quelqu'un, vous avez un compagnon, une compagne qui est dans le schéma méfiance-abus, en mode c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, elle ne peut pas se remettre en question malheureusement. Donc vous êtes avec un mur. Hein. Alors soit la personne est en mode attaque, mais il faut qu'elle ait une proie quand même, hein, parce que s'il n'y a personne, sinon repli sur soi ou échec social, des gens qui peuvent l'avoir dans le travail aussi. Hein. Je me méfie de mes collaborateurs, les autres complotent, je me méfie de mon hiérarchique, je me méfie des managers, je me méfie de la boîte, je me méfie de... Bon, bref. Donc, voilà, ça peut mener à une forme de retrait. Après le mode attaque, souvent, on voit le mode retrait, inhibition, asthénie, repliement sur soi. Voilà, donc la défense, cette défense qui est j'attaque et ensuite je me fiche, finalement je me retire du monde, c'est vraiment la forme la plus tragique de l'impuissance. Puisque ça se termine en général mal, puisque 1, j'attaque, 2, je me fiche, 2, je me replie. Et c'est souvent des hypersensibles, en fait, et ça ne se voit pas, parce que c'est très défensif, comme ça. Voilà. Donc ils vont chercher à contrôler, hein, c'est leur manière de gérer, des endroits où ils vont être dans la toute-puissance. Ça fait partie des profils de personnalité qui vont chercher à être tout-puissants, pour ne pas se sentir impuissants. Ouais. Ouais. Oui. Ça ressemble un petit peu à la personnalité de notre président. Oui. Alors, il dit que ça ressemble à la personnalité du président. Mais oui, j'ai dit tout. Je n'ai pas parlé des dictateurs tout à l'heure. Mais je ne parlais pas de... Nous, on est dans des pays démocratiques, mais néanmoins, tous ceux qui ont un moi très fort comme ça, qui ont l'air en apparence de tout savoir, de tout gérer, de tout contrôler, d'être tout puissant, en fait. En réalité, ce sont les moi les plus fragiles.
Mais parce qu'il se méfie, en fait. C'est la peur. Je contrôle l'autre parce que je me méfie des autres. Les autres sont dangereux. Donc, pour ne pas me faire avoir par les autres, c'est moi ici, c'est le mode contre-attaque, c'est moi aussi qui serais tout puissant. Mais oui. Et on ne le voit pas, ça, derrière. On ne voit pas que le moi est fragile. On voit un moi, on croit qu'il y a un moi fort. Quelqu'un qui assure, qui sait, tu vois, qui est pragmatique, qui a des belles valeurs, machin. Non, en fait, pas. Vous ne voyez pas derrière. Et alors, il va dire, et c'est ça qui est projectif, c'est l'autre qui ne m'aime pas, hein, au lieu de dire l'autre abuse de moi, l'autre ne m'aime pas. C'est l'autre qui est coupable, en fait. C'est l'autre qui me persécute, tu vois. C'est l'autre qui me trahit, donc je le hais. Voilà. Mais c'est un peu excessif, en général. Donc, quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, ou un ami qui vous raconte une histoire avec, dans sa vie amoureuse, oui, tu sais, je suis avec un mec ou avec une nana, il me trahit, il me persécute, il ne m'aime pas, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, et que vous voyez que c'est le schéma méfiance-abus qui est à l'œuvre, vous dites oui, j'entends, vous cautionnez. En général, il faut toujours dire oui, je comprends, j'entends. Je peux imaginer une grande souffrance, mais vous ne dites pas oui, tu as raison, parce qu'elle n'a pas raison, en fait. C'est le schéma méfiance-abus qui croit et qui déréalise. Mais vous ne pouvez pas dire oui, tu as raison, c'est vrai, l'autre il est vraiment naze. Non. Vous avez pigé? Voilà, très bien. Vous prenez en compte, mais vous acquiescez pas. Du coup, on lui dit quoi? Mais tu lui dis oui, je comprends ta souffrance, c'est dur pour toi, mais tu cautionnes pas. Parce que si tu commences à cautionner, tu dis bah oui, c'est vrai, tu as raison, l'autre c'est vraiment un naze, c'est un menteur, un manipulateur. Et d'abord, quand tu es dans la méfiance-abus, tu vois que tout le monde t'abuse en fait. D'abord, t'en sais rien, t'es pas avec elle. C'est vraiment le cas. C'est pas d'abord. C'est le cas quand c'est vraiment répété. Quand tu vois, tu te rappelles, j'ai identifié tous les. Voilà, bon, si c'est le cas, c'est le cas. C'est pas toujours le cas. Quelqu'un qui est dans le schéma méfiance-abus et qui est très en mode victime et l'autre est toujours coupable de tout, il prend pas sa responsabilité aussi de pourquoi il reste là-dedans. Tu vois, il y a un problème, je me sens pas responsable. Donc tu peux poser la question, mais qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas pu faire, ou que tu n'as pas fait pour récupérer sa responsabilité. Quand l'autre est coupable de tout, c'est chelou. Hein. Ça, je vous le dis, hein, c'est quand même pas normal. Hein, il y a un problème. Hein. Il ne peut pas être coupable de tout et moi coupable de rien. Je veux dire, il y a quand même un petit souci. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Donc là, tu récupères ta responsabilité parce que là, si tu es en mode le schéma méfiance-abus, l'autre est coupable de tout, hein, je t'explique. Donc toi, si tu es la copine et que tu cautionnes tout le temps ça, tu ne la remets pas sur sa responsabilité. Alors, ça ne va pas aider parce que tu ne sors pas du schéma. En fait, l'autre, elle s'enferme là-dedans et elle te raconte toujours la même chose parce qu'elle voit comme ça. Prochaine relation, à faire pareil, en fait. Rien qui bouge. Donc, c'est bien que vous repériez, est-ce qu'elle est dans le schéma méfiance-abus qu'elle traîne depuis son enfance, que c'est excessif. Je ne te dis pas quand c'est... Alors, le schéma, tu peux l'avoir avec une personne et une seule parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui manipule, d'accord, et tu te fais attraper là-dessus. Mais ce n'est pas partout, et ce n'est pas dans toutes ces histoires, et c'est situationnel, c'est contextuel à une personne. Mais après, tu ne l'as pas, et tu ne l'as pas partout dans ta vie. Tu vois, et les personnes qui répètent comme ça, et que ça se trouve un peu partout, et qu'à chaque fois, eux, ils sont blancs, et les autres, ils sont toujours coupables, et qu'ils se font toujours abuser, hein, bon, hein, la différence. Voilà. Alors... En lecture, alors moi j'aime bien l'analyse transactionnelle parce que d'abord je me suis formée à ça et je trouve que ça donne pas mal d'outils et de décodage. Donc on voit en AT, on va dire qu'ils arrivent en victime ou en sauveur, souvent comme ils sont un peu tout puissants là en mode c'est moi le grand et toi le petit. Donc ils vont jouer aussi au sauveur, moi je vais être là pour toi, tati tata, je serai fiable, les autres sont pas fiables et moi je suis fiable, moi je suis loyal, personne ne l'est, les autres sont méchants mais moi je suis gentil, moi je fais le bien et toi les autres font le mal, hein, donc ça c'est un peu son style. Donc ils vont arriver en victime ou jouer au sauveur. Ou appeler le sauveur, puisqu'ils sont en mode victime. Hein. Par exemple, ta copine qui dit qui va pas arrêter de se plaindre, qui va appeler le sauveur chez toi, donc toi tu vas lui sauver la vie, et après, paf, tu vas te faire persécuter. Tu vas rentrer dans le triangle dramatique. Donc, il se dit victime, mais quand vous voyez dans les faits, il est tout le temps persécuteur, puisqu'il est toujours en mode attaque. D'accord ? Il se fait passer pour la victime. Bon, donc, il y a un parent persécuteur, on appelle ça le parent persécuteur, qui est beaucoup trop critique,
est excessivement critique. Un parent normatif, le parent normatif, c'est le parent normatif positif qui ne met pas assez de cadre. Tu vois, je peux critiquer jusqu'à demain, mais si je reste dans cette relation et si je ne mets pas un cadre, ça ne sert à rien. Voilà. En général, les parents ont manqué de bienveillance, et lui aussi, il en manque, d'ailleurs, parce qu'on a manqué de bienveillance pour moi. Alors, je suis malveillant et je ne suis pas si bienveillant que ça avec les autres. Il y a de la projection. Donc, vous avez vu, la projection, c'est j'expulse de moi ce que je vois chez moi, je l'expulse chez l'autre. Hein, c'est pas moi qui suis une méchante personne, c'est l'autre qui est méchant. C'est pas moi qui suis coupable, c'est l'autre. Par exemple, on le voit, tu sais, quand on voit des garçons comme ça qui ont schéma méfiance abus et qui croisent le regard des autres et que juste un regard, par exemple, tu me regardes, je dis ah mais c'est toi, mais tu veux m'écraser toi, mais t'es violente. Pourquoi tu me regardes comme ça? Enfin, bon, voilà. Donc ça, schéma méfiance abus. Donc il y a de l'interprétation et de la projection que c'est pas moi qui. Pourtant j'ai l'enfant en colère en moi, puisque méfiance abus, j'ai de l'enfant en colère et de l'enfant vulnérable. Donc c'est pas moi qui suis méchante et en colère et fâchée et agressive, c'est toi. C'est toi qui me veux du mal. Bon, ça c'est le mécanisme de projection. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui est souvent en colère et qui manifeste beaucoup l'émotion de la colère à la place de la peur, de la tristesse et de la vulnérabilité, quand il y a de la colère, quand il se met en colère ou quand il vous met en colère, il y a un lien. Et c'est ce lien qui l'intéresse. C'est comme ça qu'il a l'impression qu'on s'intéresse à lui ou qu'il s'intéresse à l'autre grâce à cette émotion de la colère. C'est pas très sain quand même. Hein. Voilà. Alors, il y a une contamination. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais ce n'est pas grave. Je le dis quand même pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. Il y a une contamination du parent dans l'enfant. Donc, ça donne des biais de généralisation. Les femmes, par exemple, sont toutes dangereuses, elles sont manipulatrices. Ou l'inverse, les hommes sont tous dangereux, c'est tous des manipulateurs. Ou l'inverse, la contamination de l'enfant dans le parent qui va donner des émotions de peur, de suspicion, de colère. Il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas l'impuissance. Il n'y a pas la honte n'apparaît pas, je nomme pas la honte, je ne laisse pas la peur et la vulnérabilité apparaître. Il va y avoir du soi fort et du soi parfait aux commandes, c'est ça qu'on va voir apparaître. Et dans les injonctions, vous verrez, vous pourrez lire, hein, c'est quoi une injonction en analyse transactionnelle, je ne vais pas trop développer, mais il y a ne ressens pas, hein, ne sens pas ce que tu sens, ne sois pas vulnérable, ne sois pas proche, ne sois pas en proximité, ne te dévoile pas. Ça peut être n'existe pas, tu n'as pas le droit d'exister. Ne montre pas tes sentiments, c'est dangereux, et n'aie pas de plaisir. C'est des gens qui ont en général du mal à avoir accès au plaisir. Ils se défendent tout le temps, donc si tu passes ton temps à te défendre et à te méfier, bonjour le plaisir, il fait Tintin Milou. Et dans les jeux psychologiques, il va jouer à cause de toi, je suis malheureux, donc des jeux de victimes. Ou alors je te tiens salaud, voilà je t'ai eu, tu m'as pas respecté, je t'ai encore attrapé, ça fait 10 fois que tu me mens, regarde, tu peux pas y échapper, bon voilà, donc je te tiens salaud. Ou je suis jaloux parce que je me sens rejeté. Donc il va y avoir aussi un des symptômes, ça va être la jalousie. Hein. Voilà. Si je suis en mode dépressif avec ce schéma, je vais dire c'est de ta faute, voilà, je te fais la morale. Et du coup ça va le rendre dépendant. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de fautif dans ce schéma. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, le test. Je vous donne le test des affirmations pour voir si vous êtes concerné par le schéma ou si quelqu'un, un compagnon ou un ami ou une amie est concerné par le schéma méfiance-abus. Je pense que les autres essaient souvent de profiter de moi. Alors, plus vous répondez oui, plus vous êtes dedans, d'accord ? Hein, c'est les systèmes de croyances qu'ont les personnes qui ont ces schémas méfiance-abus. Donc je répète, je pense que les autres essaient souvent de profiter de moi. J'ai peur que des personnes en qui j'ai confiance finissent par me trahir. D'accord ? J'ai l'impression que les autres vont me blesser intentionnellement. Il est dangereux de faire confiance aux gens. Je m'attends souvent à être humiliée ou trompée par ceux qui me connaissent bien. J'ai l'impression que je dois être sur mes gardes en présence des autres, sinon ils me blesseront intentionnellement. Alors, méfiance. Hein. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un me trahisse.
Les autres sont rarement honnêtes, ils ne sont pas en général ce qu'ils paraissent. J'ai été physiquement, émotionnellement ou sexuellement abusée par des personnes importantes de ma vie. Ce qui va expliquer que j'ai le schéma méfiance abus. Voilà. Donc voilà à peu près les phrases un peu types. Donc plus vous répondez que vous avez ces phrases, et évidemment plus vous êtes dans le côté, ce profil méfiance avec ce schéma qui traîne. Vous pouvez exceller dans la loyauté d'ailleurs, mais pensez, je suis quelqu'un moi de loyal, mais les autres sont irrespectueux, manipulateurs, voilà. Mais moi yes. Voilà. Peut-être. Donc, les manifestations principales, je le redis, c'est quelqu'un qui va éviter de faire confiance aux autres, même lorsqu'il n'y a pas de preuve de menace, d'accord ? Il va interpréter les actions des autres comme étant des actions malveillantes, manipulatrices, même lorsqu'elles ne le sont pas. Il va se montrer excessivement prudent ou méfiant vis-à-vis des autres dans les relations intimes ou professionnelles et devenir agressif ou défensif pour se protéger des blessures reçues, perçues. Voilà. Bon, donc vous avez compris que quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, donc déjà c'est bien d'apprendre à repérer ou à vous repérer, parce que si vous êtes dans le schéma, c'est bien de vous comprendre et d'être bienveillant avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas vous en vouloir d'être comme ça. S'il y a une hypervigilance dans votre système, c'est qu'il s'est passé ça avant et que vous êtes construit de ça. Et que n'oubliez pas que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc c'est un système de protection, d'accord ? Donc soyez dans l'autocompassion si vous vous traînez des schémas comme ça, parce que vous ne faites pas exprès, c'est involontaire d'être façonné comme ça. Déjà, quand on connaît son schéma, c'était pareil pour le schéma abandon, pour le schéma imperfection, etc., on ne s'en veut pas d'être comme ça. On commence par dire, bon, bah oui, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne vois pas comment je pourrais être autrement. Voilà, déjà, d'une part. Après, il faut adoucir, parce que dans ce schéma-là, vous voyez que c'est de l'hypervigilance chronique, en fait. Donc, c'est destructeur, parce que je ne me remets jamais en question, les autres sont toujours mauvais, je fais la morale, enfin, à un moment donné, je ne peux jamais mener une relation d'altérité, puisque je ne vais jamais être empathique. Je ne vais pas pouvoir, par exemple, quelqu'un qui me ment, c'est direct, t'as fait faux, j'ai raison, t'as tort. Il ne va pas chercher à comprendre, mais au fait, pourquoi tu m'as menti, c'est quoi le problème ? Il ne voit pas du tout l'envers du décor. Il n'y a pas d'empathie. L'empathie, c'est je cherche à comprendre pourquoi l'autre fait ça. C'est quoi le blême, en fait ? Mais si l'autre, il fait ça, c'est qu'il se protège aussi, ou c'est qu'il se préserve. Il a des raisons. Donc voilà, donc chacun est dans son schéma et personne ne comprend rien. Bon. Donc c'est ça qui est tragique. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça, ne pas prendre parti, ne pas aller dans l'émotionnel, rester sur le factuel, éviter de faire en sorte que la personne s'explique, parce que là, si elle commence à s'expliquer, vous en avez pour 1 heure, ils adorent ça, et il ne se passera rien, rien ne va changer. C'est-à-dire qu'elle va vous raconter pendant 1 heure qu'elle a raison et que l'autre a tort. Et il n'y a rien qui bouge. D'accord ? Ça ne sert à rien. Enfin, vous pouvez l'écouter 2 minutes quand même pour dire « Ah bah oui, c'est vrai, c'est dur pour toi », et stop. Voilà. Bon. Donc, quand la personne commence à se sentir en sécurité, vous avez intérêt à lui faire assumer sa propre responsabilité et la responsabilité de ses sentiments. Bon. Chaque fois que la personne accepte ses sentiments au lieu de les rejeter sur l'autre, ça va mieux. C'est-à-dire la personne va sentir le malaise en lui au lieu de dire que c'est l'autre qui a tort. C'est mieux de sentir c'est moi qui me sens mal, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui suis vulnérable plutôt que de s'énerver toujours contre l'autre. Ça ne sert à rien en fait. En plus, ça fatigue l'énergie, l'organisme est toujours en mode attaque. Il vaut mieux que la personne... En fait, il faut arriver à ce que la personne connecte, au fond, personne ne s'est intéressé vraiment à moi, et je crois que je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi. Parce que c'est ça qui se passe au fond du fond du fond. Au plus profond, c'est ça. On ne s'est pas intéressé à moi vraiment quand j'étais petit, et c'est ça que je répète. Voilà. Alors quand on a des personnes comme ça en thérapie, il faut vraiment... Alors, c'est ça qui n'est pas facile, c'est d'installer un climat de confiance. Vous voyez bien que la personne, elle a confiance en personne et surtout pas au thérapeute.
Donc en fait, elle se confie peu. Elle ne dit pas grand-chose d'elle, elle dit ce qu'elle veut bien nous dire. D'accord? Donc nous, on n'a pas beaucoup d'infos en fait, on n'a que les infos de surface. Donc on ne peut pas aider quelqu'un quand il ne nous raconte pas la vérité. Évidemment, c'est compliqué. Et parce que tant qu'il n'a pas confiance ou qu'elle n'a pas confiance, elle ne peut pas se dévoiler, c'est juste pas possible. Et dès que la personne va toucher des émotions trop fortes, pac, ça disjoncte, elle ne peut pas se dévoiler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on observe ça, quand on trouve que la personne elle a schéma méfiance-abus et qu'on sait qu'il y a eu des abus, eh ben, on va prendre patience. Voilà, on ne va pas forcer. On ne va pas l'emmener dans des souvenirs traumatiques alors qu'elle ne peut pas y aller parce que c'est trop pour elle. D'accord? L'enfant vulnérable ne peut pas sortir. Ça va tout de suite disjoncter. Donc, en fait, on n'est pas pressé. Vous le serez, nous on le fait en thérapie, mais vous le serez pour vous si vous avez des amis comme ça. Vous ne forcez pas. Parce qu'il faut vraiment créer un climat de sécurité pour que la personne puisse se dévoiler et parler vraiment de ce qui la touche. Parce que c'est tout de suite, je ne me remets pas en question, et puis c'est vous qui êtes méchant et vous êtes tout de suite vu comme quelqu'un de dangereux en fait. La vulnérabilité ne peut pas être au rendez-vous. Hein. Voilà, attention aussi au syndrome dissociatif, parce que la personne, quand elle va commencer à parler de ses abus ou de ces trucs comme ça, qui l'a rendue hyper méfiante, ça peut arriver quand même qu'à un moment donné, vous êtes vraiment un très bon ami, elle commence à raconter ses problèmes d'abus dans l'enfance, souvent elle va parler en mode robot, en mode dissocié. Elle va parler comme si c'était, je sais pas, un truc de journal télévisé, tu vois. Oui, ben alors il s'est passé ça, aucun sentiment. Tu vois. Et ben oui, parce que c'est tellement dur qu'elle est obligée de se couper. Donc, on s'y attend. Ça veut simplement dire que la personne, elle ne peut pas contacter sa vulnérabilité et que vous êtes toujours perçu comme quelqu'un de potentiellement dangereux, malveillant, insécurisant, qui tôt ou tard va lui refaire subir de la maltraitance en fait. Hein. Vous êtes potentiellement un danger pour elle. Bon, donc... Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en thérapie? On va essayer de repartir sur pourquoi ce schéma existe, c'est-à-dire c'est quoi l'origine, quelles ont été les expériences et les souvenirs d'abus ou de trahison. Et c'est très facile, hein. Les enfants sont souvent abusés, soit par leurs camarades de jeu, soit par leurs parents, soit par les adultes qui les entourent. Ça va vite, hein. La trahison, l'abus, c'est vraiment d'un classique. C'est d'une fréquence, la maltraitance et tout ce qui concerne les abus, c'est hyper fréquent. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait beaucoup de personnes qui se baladent avec le schéma méfiance-abus quand même. Hein. Alors, ensuite, on va modifier les croyances dysfonctionnelles, c'est-à-dire, on va faire en sorte que la personne reconnaisse que ses perceptions des autres ne reflètent pas toujours la réalité. D'accord? Que c'est excessif, qu'elle voit vraiment que c'est excessif de voir les autres comme étant coupables, méchants, malveillants, trahissants, manipulateurs, etc. Donc, on va lui faire changer la croyance, comme quoi, dans une relation saine, il y a parfois des circonstances atténuantes qui font que, oui, l'autre, il peut mentir, il peut parfois trahir, ça arrive. Il peut aussi être agressif. Il y a des moments où l'autre n'est pas toujours en train d'être hyper carré. Donc ça arrive. Et de voir qu'est-ce qui est l'ordre de l'excès, hein, du subjectif, de l'ordre de la réalité. On va lui faire apprendre surtout à être authentique. Donc si vous êtes avec quelqu'un comme ça, plus la personne se dévoile, plus c'est gagné. Parce qu'on cherche la vulnérabilité en fait. On cherche à ce que la personne revienne à oser sortir du masque. Moi, je suis quelqu'un et toi, et moi j'assure, et soit fort, soit parfait. Donc, plus elle va se dévoiler, plus elle se sent en sécurité et plus elle regagne de l'amplitude. Mieux elle va. Plus elle pourra se remettre en question aussi. Et lui expliquer, ça c'est de la psychoéducation, que c'est parce qu'on est authentique dans la vie et qu'on se dévoile de plus en plus qu'on peut renforcer des liens sociaux. C'est pas
en se protégeant et en faisant genre moi tout va bien ou moi je suis fort, etc., qu'on a des liens intimes avec les autres. On n'a que des liens de surface. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, moins on se dévoile, moins on dit la vérité sur nous, plus on a des liens qui ressemblent à rien en fait. C'est des liens où il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intimité, puisque je raconte pas grand-chose de moi. D'accord? Donc je donne à voir une image, tu donnes à voir une image, mais en fait on ne se connaît pas, on peut vivre 20 ans comme ça. Donc c'est à comprendre ce truc. Plus j'ose être dans ma vérité, plus j'ose me dévoiler, plus en réalité je renforce des liens sociaux avec mon compagnon, mais aussi avec les autres. Parce que c'est humain, on est touché par quelqu'un qui est vulnérable, on est touché, quelqu'un qui est toujours en mode oui mais moi j'ai raison et toi t'as tort, oui mais moi, au bout d'un moment, on n'a qu'une envie, c'est de le fuir. Soit en mode évitement, il raconte rien, soit il prend toujours le pouvoir, c'est des personnes qu'on fuit en fait, on n'a pas envie de les fréquenter très longtemps. Donc c'est important que la personne comprenne que c'est parce qu'on est authentique qu'on récupère de la puissance et qu'on renforce des liens sociaux. Et que l'on prévient les risques, parce que c'est pas en jouant à la carapace qu'on ne risque pas d'être abusé. Ça n'a rien à voir en fait. Et aussi le principe de l'isolement, de l'impuissance, de s'isoler. Vous avez vu, il y en a qui ont le schéma méfiance-abus et qui s'isolent, qui évitent en mode évitement. C'est aussi quelque chose qui ne va pas leur servir, qui va desservir aussi de se retirer du monde, de s'isoler, de ne plus fréquenter personne, parce que sinon les choses sont dangereux. Donc l'isolement, c'est jamais très bon. Et puis, ensuite, à la fin de la thérapie, on essaye de l'exposer à prendre le risque, on les encourage pour construire des relations fondées sur la confiance et pour engager son niveau d'intimité, en fait. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc plus d'authenticité, plus de risques, voilà, prendre des risques pour se dévoiler, pour oser des relations plus vraies, plus basées sur la confiance que sur la méfiance, et si la personne se méfie tout le temps, de revenir aux faits. Ou d'apprendre aussi la communication non violente, parce que c'est intéressant aussi de passer par la com non violente, pour exprimer ses besoins, pour que l'autre aussi ait un espace de sécurité pour parler de... Par exemple, je t'ai menti, pourquoi je t'ai menti, ça part de quel endroit, tu vois, qu'il y ait un espace de sécurité pour vraiment dialoguer, parce que sinon, tout de suite, il se ferme en fait. Et tout de suite, il prend le pouvoir en mode attaque ou fuite. Voilà. S'il est en mode soumission, on va essayer de lui faire comprendre qu'il peut repousser les personnes maltraitantes qui le définissent et qui le contrôlent. Si c'est quelqu'un qui répète toujours « je me fais abuser, abuser, abuser », donc là, je peux dire non et arrêter des relations dysfonctionnelles. Et quand c'est en mode évitement, lui donner l'occasion, on vient de le dire, de vérifier qu'il peut se livrer. Et quand il est en mode contre-attaque, donc version agression, jalousie, dire sa peur plutôt que la colère, et ce que je viens de dire, utiliser la com non violente. Alors, autre chose aussi à savoir dans ce profil méfiance-abus, enfin le schéma méfiance-abus, lui faire savoir ou lui faire comprendre que les besoins de sécurité ne seront jamais satisfaits par les autres. C'est-à-dire, la sécurité, autrement dit, aucune personne ne sera fiable à 300% jamais, ni elle, ni elle-même. Il se passe un être humain. Un être humain a des limites, mais elle aussi. Donc je peux dire, aujourd'hui, je serai toujours fiable, je ne te mentirai jamais. Bon, en général, quelqu'un qui est fiable a peu de tendance à mentir, mais quand même. Comme c'est quelqu'un qui a des limites, comme on est tous à des limites. Donc, il n'y a jamais de garantie à 100% sur un humain. Ce n'est pas un robot, hein, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Hein, donc, il n'y a jamais de garantie comme quoi la personne, elle ne va pas à un moment donné passer de la fiabilité à la trahison, en fait. Et donc, du coup, on jongle avec l'impermanence. C'est quand même plus sain, je trouve, de faire comprendre à la personne qu'aucun être humain n'est complètement garanti stable, fiable à 300%, et que du coup, c'est pas grave. On peut aussi dédramatiser, et que ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais on peut aussi adoucir ce trait que, non, quelqu'un devrait être en face de moi et d'être toujours fiable, toute l'année et tout le temps. Ne jamais me mentir, ne jamais me trahir. Non, mais ça n'existe nulle part, ça. Tu as vu jouer ça où, toi? Donc, voilà. Donc c'est important de lui faire comprendre aussi que la sécurité ne viendra jamais complètement des autres, parce qu'elle vient de l'intérieur de moi. S'il y en a une personne qui peut me sentir en sécurité ou agrandir un sentiment de sécurité, c'est moi-même, ce n'est pas les autres.
Donc faire confiance à quelqu'un et ce pour toujours, déjà c'est débile comme postulat. Ça ressemble à rien ce truc. C'est comme quelqu'un qui voudra me dire, qui veut aller à l'encontre de l'impermanence. C'est complètement con. Les choses vont et viennent. Rien ne reste définitivement. Donc, on ne va pas lutter contre des trucs comme ça, puisque c'est prévu comme ça. Donc pareil, les gens devraient être toujours stables, loyaux, fiables, et ce pour toujours. Ouais, enfin là, c'est jamais garanti un humain. Voilà, ça ne veut pas dire que, tu vois, c'est les excès, mais on nuance. Quelqu'un qui a le schéma méfiance-abus, lui, il pense que tout le monde devrait être fiable, tout le temps. Ah non, attends, arrête. Et après, il y a aussi ce truc que si je me dévoile, on ne m'aimera pas avec mes forces et mes faiblesses, donc il faut lui apprendre à montrer ses forces et ses faiblesses. Voilà. Donc c'est les deux manières de travailler avec ce genre de personnes qui ont ce schéma méfiance-abus. Et vous avez vu que les formes sont différentes si tu es en mode soumission, si tu es en mode contre-attaque ou en mode évitement. Hein, vous avez vu, on ne voit pas apparaître la même chose. Donc on travaille différemment. Vous avez des questions? Moi j'ai fini avec mon exposé, mais soit parce que vous connaissez quelqu'un comme ça, soit parce que vous êtes dans le schéma, soit parce que vous avez vécu avec quelqu'un. Ouais. Ma question c'est, est-ce qu'il peut y avoir un couple qui se forme avec deux personnes qui sont dans ce schéma-là, dont une en mode soumission et une en mode contre-attaque? Oui, ça peut, ouais. Ça marche, complètement, ouais, c'est un classique, ça. Même. C'est un classique. Ouais, je m'en doutais. Oui, parce qu'en mode soumission, tu vas voir... ça va en général en mode soumission. Tu as aussi schéma méfiance-abus. Tu sais, ça fait partie de la catégorie attachement insécure. Donc tu peux avoir carence affective, plus abandon, plus imperfection. Enfin, tu as plus. Hein. Et donc il va s'accrocher à quelqu'un qui lui peut avoir aussi le schéma abandon, mais en mode contre-attaque. C'est moi maintenant qui vais manipuler ou qui vais te rejeter avant d'être rejeté, ou qui va te mentir avant que tu me mentes, etc., etc. Oui, tout à fait. C'est un classique du genre. C'est en miroir, si tu veux, sauf que ça se manifeste différemment. D'accord. Ok. Oui, c'est très, très classique même. Je comprends. Rien d'étonnant. Oui. Mais c'est vrai que très souvent, on rencontre des gens, encore selon ce qu'on a travaillé sur nous ou pas encore travaillé sur nous, on rencontre des gens en miroir qui ont à peu près les mêmes schémas, mais dans le mode, tu vois, inversé. Mais en fait, c'est le même, en fait. Le jour où on le traite, on ne se guérit pas totalement, mais comment on fait? Comment on fait déjà pour traiter ce genre de truc? Déjà, on voit qu'on a le schéma. Par exemple, si tu as le schéma abandon plus méfiance-abus, déjà, parce que tu as été gravement abusé, donc tu vois que tu l'as. Oui, ou imperfection. Donc déjà que tu repères, tu l'as. Bon, tu dis, bon, ça y est, là, j'ai fait tout le développer, maintenant, si tu l'as, tu l'as. Bon, tu ne vas pas faire genre, non. Bon, déjà, tu te connais, et tu peux déjà faire un pas de côté en disant, bon, voilà, je vois que ça, c'est mon schéma qui prend les commandes. Quand j'interprète la réalité de manière excessive, en mode hyper méfiant, et que j'arrête pas d'interpréter et que de me dire il est coupable, et moi je suis une oie blanche, bon, je me dis peut-être c'est un peu excessif. Peut-être c'est mon schéma qui fait ça, peut-être c'est pas moi, c'est mon schéma. D'accord? Ça, c'est si je suis en mode contre-attaque. Si je suis en mode évitement et que je suis dans l'isolement, je peux voir, tiens, c'est mon schéma qui crée ça. Donc c'est intéressant, c'est déjà de repérer que mon schéma prend le pouvoir sur moi. Et le but du jeu, si je veux m'en sortir, c'est de finir par comprendre que mon schéma, à l'âge adulte, ne tient pas la route. Il dit faux, le postulat est faux, la croyance qui est plus je me méfie, plus je me protège et plus ça ira bien pour moi, c'est faux. C'est plus ça ira mal pour moi. Donc c'est ça, il faut sortir de ce truc en fait. Je voulais rajouter que ce que j'ai compris, c'est qu'il faut apprendre à poser ses limites, en fait. Dès qu'on a fait ça... apprendre ce qu'est l'abus, quand tu es grand, quand tu es adulte. Évidemment, quand tu t'es fait abuser enfant, là, tu as subi. Mais quand tu te retrouves à l'âge adulte, c'est quoi un abus? Et quand tu te fais abuser, par exemple, sur l'attente, par exemple. L'autre, mon partenaire, me fait toujours attendre. C'est un exemple que je te donne parce que je connais. Je vais en parler. Je ne vais pas commencer... Ok, pourquoi l'autre manifeste toujours ces comportements-là? Et est-ce qu'ensuite, en général, ça a à voir avec quelque chose de l'enfant rebelle chez l'autre? Faut voir la raison du système, quoi. Et ensuite, quel cadre je peux mettre?
Est-ce qu'on peut convenir d'un cadre où ceci disparaît? Donc il faut le travailler, ce truc. Mais tu vas pas... Si tout de suite tu te bloques et tu te heurtes en disant « mais c'est inadmissible, mais enfin comment jamais plus, t'es nul », bon, bah, c'est mort. L'autre, il va se fermer. Hein. Si c'est 2 systèmes de défense sur pattes, il ne va rien se passer. Hein. C'est bloqué, là. On appelle les situations bloquées. Donc, on fait quoi? Parce qu'on aime bien être en lien, quand même. Voilà. Okay. Merci. Ouais, merci. D'autres questions ou commentaires ou témoignages sur le schéma méfiance si vous avez... Non? Bon. Venez pas me voir à la fin en me disant oui, alors j'ai 3 tonnes de questions parce que moi j'ai été abusée et mon partenaire est un pervers narcissique et donc il m'abuse toutes les 5 minutes et donc bon, bah, vous viendrez en consultation. Ok, bon, attention. Ben, merci à tous et puis à la prochaine.